Voilà ce que répondait à une question de journaliste la ministre de la Santé Agnès Buzyn hier lors de la conférence de presse à propos des réactions à ce plan qu'elle a présenté. Alors, réaction à ce micro même. Bonsoir Candice Lafarge. Bonsoir. Elle disait qu'il y avait eu des réponses très favorables à cette proposition. Vous êtes vous-même membre du collectif Interurgence. Vous étiez à cette assemblée de Saint-Denis dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes aide-soignante à Saint-Antoine à Paris. Ça n'était pas exactement le son de cloche que vous avez entendu dans cette assemblée générale? Alors aujourd'hui, il y a 240 services d'urgence mobilisés sur le territoire. Le collectif Interurgence, suite à cette assemblée générale, appelle à une poursuite de la grève, bien évidemment, à l'élargissement du mouvement sur toute la fonction publique, donc de l'aide-soignant à l'infirmier au médecin. À l'heure actuelle, sur le terrain, c'est toujours aussi compliqué. Madame Buzyn ne répond toujours pas, après 6 mois de grève, à nos 3 revendications, à savoir des effectifs, à savoir des lits d'hospitalisation pour nos patients et une revalorisation de nos salaires. Et donc, c'est 750 millions qui ont été promis sur 3 ans et également d'autres mesures qui ont été annoncées ne vous satisfont pas? Dans un premier temps, non. On communiquera via communiqué de presse par rapport aux 12 grandes lignes de Madame Buzyn. Mais on aimerait surtout qu'elle se positionne à l'immédiateté de la crise qui est actuellement sur le territoire. Parce qu'elle a insisté sur le fait que c'était des solutions de longue durée qui allaient permettre petit à petit de faire sortir de la crise justement ces services d'urgence. Et vous dites qu'il faut d'abord des solutions immédiates avant ces solutions de longue durée? La crise des urgences, elle date depuis maintenant plus de 10 ans sur le terrain. Les directions locales ne nous ont pas écoutés, les directions générales non plus. Si on en est donc à ce stade de 240 services d'urgence en grève, c'est parce qu'on n'est pas entendu sur le terrain. On n'a pas assez d'effectifs, on a des salaires à 1 500 € pour sauver des vies et on n'a pas dit d'hospitalisation pour nos patients. Olivier Véran, vous qui êtes député LREM de la première circonscription de l'Isère, que vous suivez particulièrement ces questions effectivement de crise aux urgences. Vous êtes médecin neurologue hospitalier. Qu'est-ce que vous répondez à Candice Lafarge qui vient de s'exprimer en disant on continue la grève? Il y a plusieurs problèmes derrière ce mouvement de grève des urgences, plusieurs problèmes qui sont assez profonds. D'ailleurs, Candice Lafarge vient de parler d'une crise de 10 ans. Moi, j'ai remonté même pour certains éléments de la crise à 20 ans, 30 ans, pour d'autres à 50, facile. Il y a plusieurs problèmes, je le disais. D'abord, il y a un problème, et là je vais m'adresser aux soignants, parce que je suis médecin, et souvent on parle des médecins aux médecins, et moi j'ai une attention particulière pour la situation des soignants, des aides-soignants, infirmiers, brancardiers qui travaillent. Vous êtes un peu obligé, parce que ce sont eux qui ont lancé le mouvement. Mais justement, souvent on a tendance à évacuer dans les débats la question particulière du soin. Et pourquoi est-ce que c'est un problème qui est extrêmement chronique et qui remonte à loin? C'est parce que ce sont des métiers, les métiers du soin en particulier, des métiers qui ont été des métiers historiquement très féminisés, pas suffisamment reconnus socialement, pas suffisamment rémunérés. Ça date d'il y a 50-60 ans, l'époque où on pensait qu'il y avait une morale particulière qui permettait aux femmes d'être particulièrement douées pour s'occuper des personnes les plus fragiles. On le voyait dans l'éducation, auprès des personnes âgées, auprès des malades, etc. Et on se retrouve aujourd'hui, si on remonte un peu le fil de la pelote, on se retrouve aujourd'hui avec effectivement en France des métiers du soin qui sont parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE. Je crois que la France est 3e en partant de la fin. Et effectivement, faire gagner un infirmier qui gagne ou une infirmière qui gagne 1 700 € pour faire des gardes dans des urgences d'un gros hôpital parisien, à gérer toutes les difficultés sociales et médicales, je peux comprendre parfaitement non seulement les difficultés, ayant fait moi-même des gardes, et j'ai été aussi aide-soignant pendant 3 ans de nuit, donc j'ai connu un peu la dureté de l'exercice et la faible reconnaissance sociale. Et puis, très rapidement, il y a un autre problème, qui est un autre problème de fond, qui, lui, touche davantage à l'organisation des soins, et notamment des soins non programmés, et la structure même des urgences. Et quand vous parlez de lits, je peux parfaitement l'entendre, puisqu'on a fermé beaucoup de lits. Quand je dis on, c'est pas nous là maintenant, mais en 20 ans, on a fermé des dizaines de milliers de lits dans les hôpitaux, à mesure que les technologies médicales permettaient de développer l'ambulatoire, l'hôpital de jour, la chirurgie ambulatoire, etc. Mais dans le même temps, 2 choses, et j'arrêterai là. Dans le même temps, la population a vieilli, est devenue de plus en plus malade, et le profil du patient qui vient aux urgences la nuit, il a plus de 70 ans avec une maladie, il a 95 ans, il est diabétique, insuffisant rénal avec des pneumonies, etc. Donc beaucoup plus difficile à traiter et qui va prendre plus de temps à l'hôpital. Or, on n'a plus forcément partout les lits.
parfois on les a, mais parfois on les a pas, pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et puis la ressource médicale en ville s'est réduite sous le coup des déserts médicaux. Donc c'est toute cette conjoncture-là qui aujourd'hui, en tout cas, porte une grande responsabilité dans l'origine du mouvement. Fanny Vincent, vous êtes sociologue à l'INSERM, vous avez travaillé avec Pierre-André Juvin et Frédéric Pierru à La Casse du siècle, un livre paru au printemps dernier sur les réformes de l'hôpital public, qui dit beaucoup de mal sur les réformes successives de cet hôpital public depuis pas mal de temps. Et vous avez travaillé aussi sur ce que vient d'évoquer Olivier Véran. Nous aimons beaucoup faire rencontrer des acteurs de terrain et des chercheurs de terrain. Eh bien, vous avez travaillé sur en particulier ces féminisations des métiers du soin dont il parlait, ce dévouement que l'on demande à ces métiers du soin, cette culpabilisation que l'on fait porter sur ces femmes et ces hommes qui travaillent comme aides-soignants ou comme infirmiers, et cette injonction à la disponibilité que l'on fait porter aussi sur ces personnes. Fanny Vincent. Absolument. D'abord, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier Véran, on est assez d'accord sur le constat, c'est ce qu'on montre aussi dans le livre. Il y a une grille de lecture qui est la grille de lecture des pouvoirs publics depuis 50 ans, voire même plus, qui est que si l'hôpital va mal, c'est parce que l'hôpital n'a pas un problème de moyens, mais manque d'organisation, manque d'efficience. D'ailleurs, les mesures qui sont annoncées par Agnès Buzyn s'inscrivent dans la lignée de cette grille de lecture-là. D'emblée, quand on regarde sa lettre d'ouverture dans le dossier de presse, elle dit certes, il y a eu une augmentation de l'activité aux urgences, mais les moyens ont suivi cette augmentation de l'activité. Et derrière, elle dit qu'il y a des tensions croissantes, etc., notamment un problème de difficulté à trouver un lit, de difficulté pour... des difficultés en amont. De difficultés en amont à la médecine de ville et des difficultés d'organisation de la médecine de ville. Donc en fait, il n'y aurait pas de problème de moyens, véritablement. Elle refuse de considérer cette question des moyens pour uniquement pointer du doigt des problèmes de lisibilité. Il faudrait une boussole pour les soignants, des problèmes de gestion des lits, etc. Donc des problèmes d'organisation. Et quand vous dites en effet que les infirmières, les aides-soignantes sont sous-payés depuis des années, revaloriser leur salaire, ça implique des moyens. Et ça, les mesures de la ministre ne sont pas du tout à la hauteur de cette nécessité d'augmenter les moyens pour revaloriser ces salaires. Ce discours, effectivement, sur la mauvaise organisation des urgences et de l'hôpital public, vous le tenez en tant que responsable, Amine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Vous êtes dans ce discours, effectivement, c'est un problème d'organisation, c'est pas forcément un problème de moyens pour l'hôpital public. Vous êtes le représentant des hôpitaux privés, en l'occurrence, et des cliniques. Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation, parce que c'est vrai, quand on parle d'urgence, on pense hôpital public, toujours hôpital public. Et c'est vrai qu'ils prennent en charge 21 millions de nos concitoyens, donc c'est un volume beaucoup. Extrêmement Surtout important. Que c'est le double depuis en 10 ans, en l'occurrence. Tout à fait. Et le privé prend en charge 3 millions. Et donc, je ne nie pas les difficultés et les souffrances. Et les souffrances que ressentent tous les salariés de l'hôpital public, les médecins, les aides-soignants. C'est décrit et c'est même quelquefois indécent, les difficultés auxquelles ils ont affaire. Ceci dit, la ministre a fait des propositions qui sont structurées, qui sont chiffrées et qui sont, je dirais, programmées dans le temps. On ne va pas résoudre la problématique des urgences en quelques mois. Moi, ce qui m'intéresse... Non, mais ça fait quand même 6 mois que ça dure. Donc 6 mois sur, je dirais, l'évolution, la difficulté de recrutement des médecins, la baisse du numerus clausus, les contraintes budgétaires, vous en avez parlé, ça prendra plus de temps. Le message que j'aurais tendance à porter et que je souhaite porter, c'est de dire, voilà, l'hôpital public est en difficulté, nous pouvons les aider. Oui, nous pouvons les aider. Le privé qui vient au secours du public. Ça, oui, parce que nous avons des missions de service public. Ça fait sourire l'aide-soignante qui est en face de vous et qui travaille à Saint-Antoine. Oui, parce que c'est vrai que lorsqu'elle prend en charge 300 patients par jour, je mesure la détresse qu'elle vit au quotidien. Parce que c'est impossible de les prendre en charge de manière satisfaisante. Alors que dans le privé, nos établissements, nous avons des services qui ont les mêmes normes, je dirais, d'aides-soignantes, d'infirmières et de médecins. Et nous prenons en charge 50, 60, 70 patients par jour. Donc vous vous rendez compte tout de suite que nous avons plus de fluidité, plus de capacité. Et vous êtes intéressé aux résultats aussi, j'imagine, parce qu'effectivement, vous pouvez mobiliser des médecins, vous pouvez mobiliser des aides-soignantes, vous pouvez mobiliser des infirmières en fonction de ce qui arrive, en l'occurrence, avec la grille C'est la même tarification oui, bien sûr, entre le public et le privé pour les recettes. C'est-à-dire que nous avons une part qui est
par socle pour payer, je dirais, les structures et le personnel soignant et médical, et nous avons une part liée à l'activité. Donc c'est la même problématique, sauf que c'est vrai, la différence avec l'hôpital public, c'est que nos médecins sont libéraux, et donc ils ont toute capacité à se libérer pour pouvoir, je dirais, faire appel à un confrère, pour pouvoir avoir 2, 3, 4, 5 médecins si l'activité se présente. C'est une différence fondamentale. Fanny Vincent ? Alors, deux choses sur ce que vous dites, si je peux me permettre. La première, c'est que, en effet, vous parlez de la souplesse qu'ont les équipes soignantes dans le privé, notamment les médecins qui peuvent travailler plus, etc. Ce dont il faut se méfier, à partir des enseignements que moi j'ai des sciences sociales, c'est que la prise en charge des patients du public vers le privé, donc l'augmentation des patients pris en charge dans le privé, ne se fasse pas au détriment des personnels qui travaillent aux urgences par une plus grande flexibilité, une plus grande souplesse dans leur planning, un temps de travail accru. Donc ça, c'est une des premières choses sur lesquelles il faut être vigilant aussi. On peut décharger le public, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des conditions de travail des personnels. Et puis la deuxième chose, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes en sciences sociales sur les cliniques privées, mais les quelques travaux, notamment je pense à ceux de Sylvie Morel, une collègue sociologue, montrent qu'il y a aussi un tri, une logique de tri dans les urgences privées et qu'il y a une sélection qui se fait des patients et que les patients en état d'ivresse, avec des pathologies psychiatriques ou la pédiatrie ne sont pas pris en charge dans ces cliniques privées. Dans ces cliniques privées. Ça peut arriver, il faut dire les choses, ça peut arriver, mais c'est pas la majeure partie des patients, parce que nous avons une obligation d'accueillir la totalité des patients qui se présentent à nos portes. Sauf que j'imagine que la régulation, quand les pompiers ou quand voilà. d'autres vous emmènent des patients qui sont alcoolisés, par exemple, ils ne vont pas l'emmener dans votre clinique privée. Malheureusement, les pompiers, donc les rouges et les blancs, pour simplifier, le SAMU et les pompiers, ne nous amènent pas les patients parce que ça va directement à l'hôpital public. Donc nous demandons à ce qu'il y ait plus de flux vers les cliniques privées. Et c'est vrai que nous aussi, nous devons faire des efforts pour prendre en charge ces patients-là. Mais je parle des 80% des patients qui sont communs, c'est-à-dire 80% des patients retournent à domicile après soins, à peu près, 75 à 80%. Donc ça représente 15 à 16 millions de patients que nous pouvons prendre en charge. Et nous revendiquons, nous souhaitons, mais c'est une main tendue. C'est une main tendue parce que cette activité d'urgence, et on me dit toujours maintenant, tu es privé à but lucratif. Et je revendique ce statut. Pourquoi tu vas à l'urgence ? Parce que c'est un service public. Et aussi, la difficulté du public, c'est qu'il y a 42 départements où il n'y a pas d'urgence privée. 42 départements. Pourquoi ? Parce que les ARS, donc les agences de planification, nous refusent les autorisations. On ne peut pas nous dire d'un côté, prenez en charge les urgences, mais de l'autre côté, on vous refuse l'autorisation. Donc je pense qu'il y a aussi une piste, et la ministre n'en a pas parlé, donc on le lui rappellera, qu'il faut que sur les territoires, nous puissions accéder à ces services d'urgence. Et également, je pense qu'il faut qu'on parle... Brièvement. Oui, très brièvement. Les 750 millions d'euros qui sont programmés sur les 3 ans, il faut que ce soit fait en sus du budget global, ce qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie, parce que sinon, ça va paupériser encore plus l'hôpital public. Et si ça paupérise l'hôpital public, ça paupérise le privé également, parce que c'est la même enveloppe. Oui, Olivier Véran, est-ce que vous attendiez à ce que ça tourne comme ça, un débat autour de la question des urgences dans l'hôpital public ? Parce que tout compte fait, votre voisin, donc en l'occurrence Lamine Garbi, dit voilà, nous on est disponible, on peut y aller, on peut vous aider, etc. Et donc ça va encore accentuer cette idée traditionnelle, pourrait-on dire désormais, que effectivement le gouvernement LREM, le gouvernement du Premier ministre, eh bien, favorise parfois, quand il y a des problèmes dans le public, le privé. Alors moi, je ne me situe pas dans un niveau de raisonnement qui consiste à savoir s'il faut que les patients aillent aux urgences publiques ou privées. Je constate que 9 patients sur 10 qui sont admis aujourd'hui dans les services d'urgence et dans les hôpitaux publics, c'est dans le public. C'est comme ça, la situation est ça. Moi, là, je me pose plusieurs questions. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les patients n'aillent pas aux urgences ? Parce qu'il y a des patients qui relèvent des urgences et des patients qui n'en relèvent pas. Et des patients qui ne relèvent pas des urgences, mais qui y vont quand même parce qu'ils n'ont absolument pas d'autre option, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville, et ça c'est l'objectif du SAS, c'est le fameux service public qui va permettre d'orienter les patients. Donc c'est une des annonces en ville quand c'est nécessaire, leur envoyer une ambulance quand c'est indispensable, ou leur conseiller de se rendre aux urgences lorsque c'est devenu l'option retenue par le médecin régulateur. Donc ça c'est une question qui est importante. Et puis ensuite il y a d'autres patients qui vont aux urgences parce qu'il y avait un problème de reste à charge, parce que quand ils vont en ville et qu'ils n'ont pas d'avance de frais à faire, etc. Et ça aussi la ministre le prévoit dans le plan. Si vous allez voir une consultation en ville pour des soins non programmés, il n'y aura pas de reste à charge. C'est moins dans la question publique-privée que qui relève vraiment des urgences aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Un CHU que je connais très bien, avec un beau service d'urgence, des gens hyper motivés, mais qui saturent, parce que vous arrivez à 18h pour prendre la garde quand vous êtes médecin, pour le coup. On vous transmet les 20 patients qui sont déjà là, puis vous en avez un nouveau qui arrive toutes les 5 minutes. Donc en termes de... Vous retrouvez rapidement dans un tourbillon. Quasiment un patient sur 5 qui vient pour une poussée d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique
qui, de temps en temps, est déséquilibré. Les patients qui font une poussée d'insuffisance cardiaque ne devraient pas arriver aux urgences. Donc, quand on dit qu'il y a un problème d'organisation, ça, c'est un sujet à part entière, qui est de dire comment est-ce qu'on fait des filières entrantes spécialisées pour les gens qui ont des pathologies chroniques, etc. Vous avez bien entendu que le collectif Interurgence, et je vais lui donner la parole en la personne de Candice Lafarge, dit que ça n'est pas simplement une question d'organisation. On insiste toujours sur l'organisation, et il y a quand même une question de moyens. Je ne vais pas faire de langue de bois. Je connais des hôpitaux, pour y traîner ma bosse de temps en temps, je connais des hôpitaux dans lesquels il n'y a pas de lit de post-urgence, c'est-à-dire lorsque le patient est arrivé aux urgences, vous avez fini le soin aigu, vous allez passer 1 heure au téléphone à supplier des collègues que vous réveillez au milieu de la nuit, d'essayer de vous trouver un bout de couloir pour y mettre un brancard pour qu'ils puissent y dormir. Ces situations-là ne sont pas acceptables, personne ne dit qu'elles sont acceptables, et dans ces situations-là, évidemment qu'il faut le revoir, le plan d'organisation de l'hôpital, de manière à libérer des lits ou à ouvrir des lits quand c'est nécessaire. Mais c'est pas ce qu'a dit la ministre en l'occurrence. Non, la ministre, elle a répondu à la question, faut-il ouvrir massivement des lits partout? La question est évidemment qu'il faut faire du cas par cas. Vous avez des structures hospitalières dans lesquelles vous avez une rotation des lits, c'est ce qu'on appelle les durées moyennes de séjour, etc., des taux d'occupation qui sont corrects. Moi, j'ai connu des services dans lesquels on était au-dessus de 100%, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous aviez un malade dans les couloirs. C'est évident que c'est pas acceptable, ce type de situation-là. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, dans ces cas-là, allons-y, rouvrons des lits, notamment des lits post-urgence, pour permettre de ce qu'on appelle fluidifier l'aval, ce fameux aval des urgences, qui est un sujet à part entière. Mais il n'empêche qu'il faut aussi travailler l'amont, et il faut aussi travailler la capacité qu'on donne aux urgentistes et aux équipes de soins de travailler dans de bonnes conditions. Candice Lafarge. Alors moi, je vais revenir déjà, si tout le monde part d'une constatation globale de notre problème, pourquoi on ne revalorise pas nos salaires? Si tout le monde est d'accord sur le fait qu'on soit sous-payé sur le terrain, pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, après 6 mois de grève et une constatation générale sur cet argumentaire de salaire, personne ne fait rien et Madame la ministre n'y répond toujours pas. On n'a pas à faire du cas par cas. Notre mission, c'est d'accepter tout le monde aux urgences. On est un service d'accueil. Donc, on est la seule porte ouverte, malheureusement, 24 heures sur 24. On reconnaît qu'il y a des structures d'accueil parallèles. Il n'y a pas eu de communication au détour de tout ça. Donc, c'est méconnu de la société. Qu'est-ce que vous appelez les structures d'accueil parallèles? Centre de santé, ouais. Structure de soins parallèles ouvertes de 7h à 18h. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà augmenter les plages horaires de ces structures parallèles? Donc ça, c'est sur l'amont, sans trop en dégager des grandes lignes. C'est partie des propositions de la ministre, d'ailleurs. Je sais bien que ça en fait partie, ouais. Renforcer la continuité des soins. Renforcer, mais alors Madame la ministre met beaucoup de paquets sur l'amont, mais en ce qui concerne les réouvertures de lits... Parce que, comment on va faire déjà pour réouvrir les lits? Qui est-ce qu'on va mettre dans ces services? Expliquez-nous tout de même ça, parce que ça c'est très important. On le sait pour ceux qui ont vu des séries télévisées consacrées à ces questions-là, c'est-à-dire comment ça bouchonne aux urgences et on ne peut pas en sortir d'une certaine façon. Expliquez-nous pourquoi ça n'est pas possible. Ce que disait Olivier Véran à l'instant même, c'est-à-dire on passe, quand on est médecin de garde, on passe 1 heure, 1 heure et demie à trouver un lit pour pouvoir, une fois les soins donnés, mettre quelqu'un en post-soin. Parce que la fonction hospitalière a mis en avant l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça responsabilise le patient sur ses soins post-intervention. L'ambulatoire, ça veut donc dire on rentre, on est soigné, on ressort. C'est ça, voilà. Et puis pour mettre en place l'ambulatoire, on a supprimé des lits d'hospitalisation. Par exemple, en psychiatrie, entre 2004 et 2019, il y a 10 000 lits qui ont été fermés, qui n'ont jamais été rouverts. Donc, Mais pardon, je t'interromps une seconde. Juste sur la psychiatrie. L'ambulatoire, c'est une bonne chose pour les malades. Moi, j'ai ouvert un hôpital de jour à Grenoble. J'avais des patients qui avaient des scléroses en plaques, qui avaient 25 ans d'âge, qui travaillaient et qui, jusqu'ici, quand ils avaient une poussée d'inflammation cérébrale, qu'on devait leur faire des perfusions, venaient 3 jours, 3 nuits. Non seulement c'est compliqué, vous êtes coupé de vos proches, on vous met, vous avez le thermomètre le matin, vous dormez pas bien. Je parle pas de la bouffe, évidemment, mais c'est pas le sujet principal. Mais vous avez un risque d'infection nosocomiale, c'est-à-dire les petites bêtes qu'on peut attraper quand on reste à l'hôpital, qui était plus important. Maintenant, ces patients-là viennent 1 heure pour une perfusion, rentrent chez eux, reviennent le lendemain, rentrent chez eux. Et ça, c'est plébiscité en tant que tel. Donc, je dirais, l'ambulatoire n'est pas du tout antinomique. Je n'oppose pas du tout le développement de l'ambulatoire à l'hôpital. Ça rapporte de l'argent. Avec la capacité. Pardon ? Ça vous rapporte de l'argent, l'ambulatoire. Mais rapporter de l'argent, ça veut. Pardon. Alors ça, c'est un mythe. C'est-à-dire que vous économiser. avez une enveloppe qui est votée par le Parlement, Justement, qui est allouée par l'État avec vos impôts, qui est d'environ 200 milliards d'euros, qui chaque année va être répartie dans le système de santé. Et quoi qu'il arrive, cette enveloppe doit être respectée et de l'autre côté dépensée. Donc rapporter de l'argent, ça veut à l'échelle d'un établissement, vous pouvez peut-être considérer qu'un établissement a vocation à essayer de prendre un peu plus de l'enveloppe que son voisin, mais à l'échelle de l'État, des pouvoirs publics, de toute façon, c'est la même somme d'argent. Vous voyez ? Ouais, donc quel que soit le nombre d'hospitalisations, quelles que soient les choses, parce que vous avez une régulation prix-volume qui est opérée par les pouvoirs publics, qui fait que de toute façon, l'argent que vous budgétisez chaque année, c'est le fameux PLFSS, il est dépensé. On essaie de ne pas dépenser Le fameux PLFSS, c'est pour on dépense jamais moins. Dans un instant, on continue notre débat.
Il faut que je mette pas de brancard. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. En fait, j'en ai pas beaucoup. Hein. Après, il me manque la 5. Ah, mais la 5, ils l'ont mis au 11. Oui. Le temps des débats sur France Culture, 18h20, 19h aujourd'hui. La question du mouvement des urgences va-t-il s'arrêter un jour? Fanny Vincent, vous êtes avec nous, ainsi que nos 3 autres invités, Candice Lafarge, Lamine Garbi et Olivier Véran. Fanny Vincent. Oui, je voulais rebondir sur cette question de l'ambulatoire. En effet, on dit qu'il y a beaucoup de lits qui ont été ouverts pour l'ambulatoire ces dernières années. L'ouverture des lits ambulatoires n'est pas du tout à la hauteur de la fermeture des lits d'hospitalisation à temps complète. C'est-à-dire que de 2003 à 2016, on a fermé 64 000 lits d'hospitalisation complète. On n'en a ouvert que 26 000 en face d'hospitalisation à temps partiel. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, il y a un écart important en termes de réduction de la prise en charge. L'hospitalisation à temps partiel, il y a plusieurs patients qui peuvent venir. Bien sûr. C'est le cas chez moi dans mon unité. On est passé à... Il y a 4 000 malades qui viennent sur un nombre de lits restreint chaque année. Donc c'est en termes de venue patients, c'est pas du tout ces statistiques-là. Mais il y a aussi des patients qui continuent d'avoir besoin d'une hospitalisation. On ne peut pas comparer ce qui est pas. Mais vous êtes rigoureuse, on ne peut pas comparer les 27 000 avec les... En termes de réduction du parc d'hospitalisation hospitalier français public. Et le deuxième point, c'est que vous dites l'ambulatoire, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne chose. C'est pas, probablement qu'il y a des bénéfices, mais il n'y a pas forcément des bénéfices pour tout le monde. Il faut aussi faire attention. Il y a des patients qui sont seuls, qui sont isolés, qui habitent très très loin, pour qui ça demande beaucoup de temps de transport. Ça génère aussi du stress de rentrer chez soi. Et puis parfois, on peut être venu en ambulatoire, repartir et revenir un peu plus tard et donc réencombrer à nouveau les urgences. Ça peut arriver aussi. Ne pas avoir un domicile non plus Excusez-moi, les suites post-opératoires de l'ambulatoire, quand les patients se représentent aux urgences, c'est pas un jour d'hospitalisation, c'est 15 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, simplement pour finir, le domicile qui potentiellement n'est pas aussi adapté. Et puis, ce qui s'est passé, par exemple, au Québec, où ils ont plusieurs années de recul sur le virage ambulatoire, c'est que ça a eu un coût pour les familles, et particulièrement pour les femmes, qui ont pris en charge tous ces soins qui n'étaient plus pris en charge par l'hôpital. Et ça, c'est une forme de privatisation des soins qui génère des inégalités. Olivier Lafarge. Là, il y a eu des rapports au Québec dessus. Non, mais on n'est pas le Québec, on n'a pas du tout le même système assurantiel, le système de suppression de reste à charge. Et puis le Québec, ils ont été jusque boutistes, ils ont même créé des hôpitaux 100% numériques. Donc ils sont allés dans l'Excel l'ennemi du bien. Honnêtement, les retours qu'on a, il y a beaucoup d'études là-dessus, et vous êtes attachés aux chiffres comme moi aussi. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a des indices de satisfaction des patients. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas excessifs. Il y a toujours des cas. Je veux dire, tout système est bordé entre des externalités positives et négatives. Bon, vous en avez évidemment dans l'ambulatoire. Mais aujourd'hui, une chirurgie ambulatoire, au lieu de venir la veille ou l'avant-veille, d'avoir votre douche bétadinée à l'hôpital, de passer au bloc, ensuite passer 1 ou 2 jours, vous êtes capable de sortir plus tôt. Alors il y a des patients qui ne le souhaitent pas. Mais moi, j'ai jamais, par exemple, en neurologie, on n'a jamais contraint un patient à venir en hôpital de jour s'il nous disait, écoutez, moi, avec mon handicap, ma fatigue, je me sens pas, j'ai besoin de me poser un peu à l'hôpital. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs qu'on conserve des lits. Mais l'ambulatoire n'est pas en procès. En plus, je crois pas du tout que l'ambulatoire soit en cause dans la crise des urgences ou la crise qui peut traverser aujourd'hui l'hôpital en général. C'est plutôt quelque chose qui est positif. Voilà. Lamine Garbi, vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée dans ce débat. Oui, sur l'ambulatoire, l'évolution, elle est inéluctable. Une cataracte, c'est 1 heure. Une prothèse de hanche, c'est 1 journée. Une hernie, c'est 3 heures. Donc, il y a forcément une conversion des lits. Ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être des lits de médecine gériatrique pour prendre en charge nos aînés. Il manque peut-être quelques lits et il manque aussi peut-être un système d'information, donc un logiciel qui nous permette de parler interservices. Parce que même chez nous, où effectivement on a tendance à faire cocorico sur certains sujets, notamment sur la fluidité, il nous arrive dans nos établissements de refuser des patients des urgences parce qu'on pense qu'on est complet et c'est pas le cas. Parce que quelquefois, trouver un lit ou 2 ou 3, on y arrive. Et lorsqu'un hôpital a 500, 600 ou 700 lits, quelquefois, le manque de communication. Quand je dis hôpital, c'est public-privé. Hein. Je nous mets tous dans le même sac. On peut trouver et faire cet effort-là pour que, effectivement, les patients sur les brancards, ce soit l'exception. Parce que c'est absolument, je dirais, honteux d'être obligé d'avoir des patients sur des brancards, et quel que soit le statut public, privé ou associatif, je mets tout le monde dans le même sac. Candice Lafarge, on sait qu'il y a une durée
présence dans les services d'urgence qui est courte parce qu'on fatigue très vite. On peut rester quelques années, mais on ne peut pas rester tout le temps. Ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes dans ces services d'urgence, que ce soit à l'Hôtel-Dieu ou Saint-Antoine. Là, c'est peut-être le mouvement qui vous fatigue aussi, ou en même temps qui vous excite et qui vous permet de tenir, en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'on sait justement de cette capacité ou non de tenir le choc justement devant des malades qui meurent sur les brancards, devant les moments très difficiles qui sont les moments à assumer quand on est dans un service d'urgence, qui sont peut-être encore plus durs dans des conditions plus difficiles comme aujourd'hui? L'amour du métier, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que quand vous êtes amoureux de votre métier et que vous voulez changer les conditions de prise en charge de vos patients, ou en tout cas les améliorer, vous êtes face à un mur, que ce soit un ministère, que ce soit des députés, que ce soit une collégiale. Ah là, vous avez un député qui vous écoute, là. Ouais, mais voilà, on ne partage pas les mêmes avis pour l'occasion. On reconnaît, Olivier Véran reconnaît qu'il y a un problème de revalorisation salariale. Personne ne se penche sur cette question. On reconnaît qu'il y a un problème de lit d'hospitalisation après les urgences. On ne sait pas comment est-ce qu'on va les réouvrir, qui est-ce qu'on va mettre comme personnel vu qu'on est en pénurie. Enfin, c'est assez dramatique en fait. Donc qu'est-ce qui me fait tenir? C'est quelque part l'amour de mon métier. Et j'aimerais en fait regarder mes patients correctement quand ils s'en vont et pas les laisser retourner à la rue parce qu'il n'y a pas de solution pour eux. Et puis vous dites aussi que c'est beau de parler de la santé quand on aime justement son métier et de défendre cette question de la santé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup rentrer dans les calculs, pourrait-on dire, mathématiques. Il y a une question aussi on choisit ses métiers parce qu'on aime justement ce soin dont parlait tout à l'heure Olivier Véran. On ne les fait pas pour rien. Bah non, parce que vous aimez aider la population, enfin, vous êtes là pour l'autre, c'est votre mission principale. Maintenant, si aujourd'hui il y a 240 services d'urgence en grève, c'est que le constat est partagé globalement par tous les soignants. Excusez-moi du terme, mais on crève la bouche ouverte sur le terrain et nos patients meurent sur des brancards. Et il serait temps de se poser la vraie question. Olivier Véran. Ouais, sur la question de la revalorisation, dire qu'il n'y a rien n'est fait sur les revalorisations de métiers infirmiers, etc. Je mets un veto, vous allez annoncer les primes. Je ne parle même pas de la prime, ouais. C'est pas ça. Non, je vous dis juste que la France est un des pays qui a cette rareté, cette bizarrerie de quasiment pas avoir de diplôme entre le bac plus 3 et le bac plus 10. C'est-à-dire qu'entre l'infirmière qui a fait bac plus 3 et le médecin qui a bac plus 10, vous n'avez pas de profession intermédiaire. Beaucoup de corporatisme. On échoue depuis 20 ans sur la question. Alors, il y a même eu des débats sémantiques sans fin pour savoir si on parlait de délégation de compétences, de transfert de tâches, de pratiques avancées, etc. Il n'empêche que la France est un pays dans lequel vous n'avez pas de profession de niveau intermédiaire. Et donc, de ce fait-là, on a, entre guillemets, bridé des professions soignantes qui pourraient accéder à un niveau de formation qui aille au-delà du bac plus 2, du bac plus 3. Moi, je suis très favorable à ce qu'on ait de la recherche publique en soins infirmiers, avec des doctorats en soins infirmiers, des doctorats en kiné, pour qu'on développe des pratiques. Non, mais c'est vrai, ça vous fait rire. Mais non, ça me fait rire parce qu'en fait, actuellement, sur le terrain, on ne peut pas aller en formation parce qu'on est en sous-effectif et qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, en fait, comme on parlait d'intermédiaires, de formation, mais là, vous avez quand même l'annonce d'avoir des milliers. Vous avez quand même une annonce qu'il va y avoir des milliers. Alors, ça commence par les infirmiers à pratique avancée. Dans le cas des urgences, par exemple. Alors, il faut expliquer ce que c'est. Infirmiers à pratique avancée, c'est donner des compétences nouvelles à des personnels paramédicaux pour effectuer des gestes qui, jusqu'ici, n'étaient faits que par des médecins. Et qui, dans la plupart des pays qui nous entourent, pour ne pas dire tous, sont effectués aussi bien par des médecins que par des infirmiers, etc. Et si je vais même plus loin, je vais vous dire, je vais être encore plus transgressif. Moi, je trouve dommage de ne pas avoir eu le moindre socle commun d'apprentissage collectif entre les métiers médicaux et les professions paramédicales. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas demain avoir un système d'apprentissage commun avec un socle d'1 ou 2 années où on apprend ensemble l'anatomie, la physiologie, le savoir-être, les sciences humaines et sociales. On partage les choses et ensuite, chacun est capable de développer en fonction de ses compétences, de ses appétences, qui va aller dans les métiers plutôt du soin, qui va aller dans les métiers techniques de chirurgie, qui va aller dans les métiers type neurologie, psychiatrie, etc. Voilà, on peut repenser les choses. Mais honnêtement, le corporatisme, de ce point de vue-là, dans les professions de santé qui est assez dense, et peut-être une frilosité des pouvoirs publics pendant très longtemps, c'est pour ça qu'on avait encore le numerus clausus l'année dernière, quelle hérésie, fait qu'on a pris du retard. Voilà. Mais donc, il faut qu'on avance. Candice Lafarge. Alors, je rebondis, donc ça c'est sur les grandes lignes de la mission nationale. On parle d'infirmiers de protocole avancé, donc ça c'est un cursus universitaire, formation de 2 ans avec un master 2 à la clé. Pour pouvoir envoyer nos collègues en formation, il va nous falloir des effectifs sur le terrain. Premier point que je soulève. Le deuxième, qui sont les protocoles de coopération. D'accord, qu'est-ce qu'on appelle les protocoles ? Les protocoles de coopération, c'est ni plus ni moins la validation de tous les glissements de tâches que nous faisons sur le terrain. Donc ça nous permet en fait d'être couverts sur un plan législatif et légal. On a bien remarqué qu'il y avait un travail de fond qui avait été proposé
dont on est à contribuer, bien évidemment. Les grands oubliés du volet sont encore les aides-soignants. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'un médecin délègue une tâche à un infirmier, donc on va parler de la radio, entre autres des sutures, les grands volets. Mais en ce qui concerne les aides-soignants qui sont sur le terrain et qui contribuent à des glissements de tâches tous les jours et qui ne sont pas protégés législativement, on en est où? Les ECG, c'est toujours pas dans nos décrets de compétences. Les AGT, qui est pour piquer, vérifier un taux de sucre, c'est toujours pas dans nos compétences. Et ça ne fait pas partie de la mission nationale sur les protocoles avancés. Donc si vous voulez vous exprimer avec tous les acteurs de santé, faites-le correctement. Il y a des médecins, je suis d'accord. Il y a des infirmiers, je suis d'accord. Et il y a des aides-soignants. Vous êtes d'accord sur toutes les grandes lignes, si je peux me permettre. Il faut faire évoluer les missions. Oui, mais rien n'avance en fait. Vous êtes d'accord et vous êtes conscient du problème actuel, mais rien n'avance et rien ne change. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça quand il y a des milliers d'assistants médicaux qui vont pouvoir travailler avec les médecins dans les maisons de santé en ville, quand vous avez des infirmières à pratique avancée, que c'est quelque chose qu'on attendait depuis 20 ans dans notre pays, qui vont arriver par milliers, qui sont en train de se former, pas que par un Master 2, par de la validation de l'acquis d'expérience, par de la formation professionnalisante continue. Vous pouvez pas dire que rien ne bouge parce que Véran, et puis il faut des effectifs pour ça, tant qu'on recrute. Vous pouvez râler, et vous auriez raison de le faire en disant qu'on a pris du retard, qu'il faut aller plus vite, qu'il faut aller plus loin, mais dire que rien ne bouge en ce moment, je crois que vous passez à côté de ce qui est en train de se passer. Mais voilà, chacun est libre. Je le reconnais d'autant plus volontiers que je vous dis, je reconnais ma part dans l'immobilisme de notre système de santé pendant des décennies, même si j'ai pas un âge si avancé que ça. On veut plus de matériel, à la théâtre bordel, des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant, un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est pour nous, ça se passe en France. Entendez notre peine, sous l'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. La colère dans le cathéter, une chanson enregistrée par les personnels des urgences de Valence au printemps dernier dans la Drôme, et le clip avait été mis sur les réseaux sociaux, a remporté un certain succès, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il était fondé sur cette chanson de Trois Cafés Gourmands qui a déjà été très vue et très chantée dans toutes les provinces de France en l'occurrence. Ça fait partie aussi d'une chose que vous avez dû observer, Fanny Vincent, c'est le registre d'action. Ce registre d'action de ce mouvement est très original. D'abord, des professions paramédicales qui ne font pas appel aux grands pontes, aux médecins, et qui veulent rester entre elles. Donc, ils disent aux médecins qui voudraient se joindre à leur mouvement, n'y allez pas, on va se débrouiller tout seul d'une certaine façon. Puis ensuite, tout un tas de registres, des marches funèbres, des die-in, des applications WhatsApp, des striptease de manif, le clip vidéo de Valence, mais aussi, c'était encore aujourd'hui, des linceuls devant la Bourse du Travail de Saint-Denis pour l'Assemblée Générale. Fanny Vincent, vous qui êtes sociologue, ça doit vous intéresser, cette façon d'agir. Ah oui, c'est hyper intéressant, vraiment, pour les sociologues d'étudier pourquoi est-ce que ce mouvement a pris et comment ça se fait qu'il a une ampleur aujourd'hui qui est celle de 250 services d'urgence en grève. C'est quelque chose qui est jamais arrivé. Alors après, c'est vrai qu'à l'origine, depuis plusieurs années, les mobilisations locales, les mouvements à l'hôpital se multiplient. C'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est une mobilisation qui est partie, comme beaucoup d'autres, d'un service qui s'est mis en grève et puis de 5 services qui se sont coordonnés à Paris pour se mettre en grève. D'abord Saint-Antoine, puis ensuite d'autres services. Voilà, la Riboisière et quelques autres. Et puis les soignants, Candice en parlera bien mieux que moi, mais notamment vers l'utilisation de WhatsApp, en créant des groupes, en s'organisant, ont réussi à mobiliser de plus en plus de soignants, à démarcher de nouveaux services sur le territoire et à mener des actions qui sont des actions qu'on pourrait dire originales, mais qui remontent aussi, qui font écho à d'autres mouvements sociaux. Et on peut penser au grand mouvement de grève des infirmières de 88-89, où là aussi, les soignants se sont passés des syndicats, ont fait des actions démonstratives dans la rue, autres que de simples manifestations. Candice Lafarge, effectivement, ça fait penser, d'ailleurs, je crois que c'est un des titres de votre livre commun sur la casse du siècle, ça s'appelle « Des gilets jaunes aux blouses blanches ». En l'occurrence, ça fait penser aussi à d'autres types de mouvements qui sont développés en France, c'est-à-dire cette idée qu'on puisse agir en dehors des syndicats avec d'autres types de mouvements. Alors, je reprends sur en dehors des syndicats, ce mouvement de grève a été monté grâce aux syndicats. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, il faut quand même le reconnaître. Et leurs outils de communication qui nous ont bien aidés. Maintenant, quand on est sur le terrain, rien ne change.
Donc en fait, si vous voulez, la colère, elle ne fait qu'augmenter et les services d'urgence en grève ne font qu'augmenter. Et c'est pour ça que vous pratiquez la surprise et que vous allez nous promettre encore quelques surprises pour les jours à venir. Exactement, dans la mesure où on est en 2019 et qu'on est sur des nouvelles formes de lutte, on a des nouvelles formes d'action et on garde le mystère jusqu'à 48 heures, 72 heures avant le jour J. 26 septembre, c'est la prochaine date que vous avez donnée lors de cette Assemblée Générale aujourd'hui. Vous attendez quoi, Olivier Véran? Il va falloir discuter, négocier en attendant le 26 septembre? Non, mais j'ai déjà connu des conflits sociaux dans bien d'autres domaines, et j'ai même eu une courte activité syndicale avant de faire de la politique, où on avait un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur les causes, on n'arrivait pas à partager un diagnostic. Donc c'était très compliqué, pour le coup, c'était mur à mur. Moi, j'ai trouvé très original dans l'initiation de ce mouvement, mais je crois que c'était en avril dernier que j'avais reçu les premiers membres du collectif, c'est que justement, ce n'était pas des gens qui venaient d'un syndicat et qui disaient c'est notre premier engagement, voilà la difficulté qu'on a. Et moi, j'en disais justement, je trouvais l'originalité du mouvement venait du fait qu'il n'y avait pas un message de centrale syndicale derrière, où on retrouvait un certain nombre de dynamiques qui sont celles des syndicats, et je ne les critique pas, hein, chacun est dans son rôle. Et donc, on arrivait à avancer, à travailler, et initialement, ça portait beaucoup sur l'organisation des urgences, sur le trop-plein de boulot, sur le ras-le-bol, etc. Petit à petit, on assiste à une mutation du mouvement avec des revendications, une plateforme de 3 revendications, desquelles l'organisation en tant que telle des urgences a été sortie, et on se retrouve sur la question des moyens, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir cette mutation du mouvement social depuis quelques mois. Mais le dialogue est bon. Non, mais je veux dire, le dialogue est bon, et le plan de la ministre hier a été plutôt bien accueilli, y compris par les gens du collectif qui avaient eu à s'exprimer. J'entends le débat sur la question des moyens, et des choses qu'on ne va pas faire en 2 jours, qu'on ne va pas faire en 3 semaines, qu'on fait sérieusement en prenant le problème à bras-le-corps, mais voilà. Mais par contre, il va falloir peut-être prendre le problème à bras-le-corps au bout de 6 mois de mouvement de grève sur un territoire. Voilà, enfin, je veux dire, c'est aberrant d'avoir 250 services en grève. Je vous garantis qu'on mouille la chemise, et j'aime l'hôpital tout autant que vous, et voilà, y compris dans ma chair, j'aime l'hôpital, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, même la Mingardi. mais voilà. Merci à tous les 4, on ne peut pas continuer la discussion, pourtant elle était fort bien entamée. Merci Candice Lafarge, merci Fanny Vassan. Je rappelle que le livre que vous avez publié avec Pierre-André Juvin et Frédéric Pierru s'intitule La casse du siècle aux éditions Raison d'agir. Merci à vous Lamine Garbi, vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée, et Olivier Véran, député de la première circonscription de l'Isère et médecin neurologue hospitalier. Merci de vous être écoutés et d'avoir discuté entre vous. Merci.